Pourquoi les ergonomes peuvent avoir une place dans le débat sur les retraites? Alors, parce que eh bien, la question des retraites, ça n'est pas seulement une question paramétrique, de recul de l'âge ou de durée de cotisation. Ça n'est pas non plus seulement une question financière, de être à l'équilibre d'un système de retraite tel qu'on l'a pensé aujourd'hui, ou d'un modèle spécifique de financement, mais c'est aussi une question et avant tout une question de travail. Alors à la fois de travail en tant que est-ce qu'on en a un travail ou est-ce qu'on en a eu à plusieurs reprises dans sa vie professionnelle, mais c'est aussi aujourd'hui est-ce qu'on en a, et donc c'est une question de travail en termes d'emploi. Et puis aussi c'est une question de qualité de ce travail, de sens du travail. Et donc là, finalement, quand dans un système de travail, le système en lui-même ne se soucie pas du sens que peut prendre l'activité que chacun met en œuvre dans son travail pour le réaliser, eh bien c'est là où il y a un certain nombre de difficultés, et notamment un certain nombre de questions en termes de comment on arrive à se projeter dans ce travail jusqu'à un âge plus ou moins avancé. Et dans ce cadre-là, en tant qu'ergonome, on a des choses à dire sur la manière dont cette activité prend sens dans la réalisation au quotidien de ce travail. Et c'est ça qui me semble important et sur lequel, en tant qu'ergonome, voilà, on peut contribuer à cette réflexion et au débat. Les conditions de travail ont-elles un impact sur les souhaits de départ à la retraite? Oui, elles ont un impact, les conditions de travail, sur les souhaits de départ à la retraite. Et il y a beaucoup de résultats déjà statistiques qui sont convergents et qui le montrent, aussi bien au niveau européen, national ou en entreprise, quand on a l'occasion de faire des enquêtes sur ce thème-là. Et aussi, quel que soit le type de question, comment on formule la question. Ça peut être, est-ce que vous avez l'intention de partir avant d'avoir le taux plein? Pourquoi? Ça peut être, est-ce que vous pensez pouvoir tenir dans ce travail jusqu'à votre retraite? Et sinon, pourquoi? Et dans les réponses, on constate qu'il y a entre 35 et 40% des personnes qui incriminent les conditions de travail, les contraintes et nuisances qu'ils rencontrent dans ces choix qu'ils sont en train d'essayer de faire sur leur capacité à tenir ou leur intention de départ précoce. Alors, je viens de dire contraintes et nuisances, mais pas seulement. C'est-à-dire que dans ces mêmes enquêtes, il y a quand même un lien statistique fort avec aussi des réponses sur je ne peux pas faire un travail de qualité, je n'ai pas les moyens de faire un travail de qualité, ou encore plus fortement, j'ai un travail qui ne me permet pas d'apprendre. Et donc il y aurait, y compris donc chez les salariés à quelques années de la retraite, ce souci très fort de continuer à avoir une sorte de dynamique et de possibilité de développement de soi, et quand on l'a pas, ça accentue très fortement l'intention de ne pas prolonger. Voilà. Et là, il y a une combinaison auquel ça paraît logique que les ergonomes puissent être attentifs, c'est-à-dire que celles et ceux qui ne tiennent pas bien le coup par rapport aux contraintes et nuisances dont je parlais juste avant, et qui pourraient être reconvertis sur un poste plus abrité, encore faut-il qu'à cette occasion-là, ils ne perdent pas en sens du travail, en identité professionnelle, en possibilité d'apprendre. Et ça n'est pas si simple. Donc ça veut dire penser les conditions de travail, pas seulement comme des situations, mais comme finalement des éléments de parcours, y compris dans les dernières années de la vie active. Quelles seraient les pistes pour que les seniors puissent travailler dans des conditions de santé? Alors, les pistes, de mon point de vue, relèvent finalement d'une approche qui est non catégorielle, c'est-à-dire qui ne s'adresse pas aux jeunes ou aux seniors, mais au contraire qui permettent d'attraper ces questions-là dans la durée, parce que notamment, eh bien, la question du vieillissement au travail, ça n'est ni un état ni un statut de senior, mais c'est une question d'évolution et de construction tout au long d'une vie professionnelle, à la fois en articulation aussi avec différentes sphères de vie, donc la vie au travail, mais aussi la vie dans d'autres domaines que les personnes investissent. Et donc cet élément-là qui vise finalement à décloisonner cette question, à ne pas la réduire à la question des seniors, me semble-t-il un élément important. Alors ceci étant dit, évidemment quand même, on sait qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de questions et de difficultés qui se posent de manière, on va dire, plus aiguë pour les personnes en fin de carrière. Et donc on peut envisager, il me semble, trois grands types d'actions.
Il y a tout d'abord des actions qui sont des actions ciblées, parce que un certain nombre de personnes aujourd'hui peuvent être en difficulté à leur poste de travail dans des situations spécifiques. Et donc là, ça relève des enjeux de maintien en emploi, d'aménagement d'un certain nombre de postes spécifiques. Alors tout en ayant à l'esprit, et ça plein d'ergonomes y travaillent au quotidien, que la question même d'aménagement de poste n'est pas une question individuelle, mais qu'elle doit s'appréhender dans une approche systémique, c'est-à-dire avec les collectifs de travail et dans les enjeux aussi organisationnels. Donc ça, c'est la première voie d'action. La seconde voie d'action, c'est une voie plus générale d'amélioration plus générale des conditions de travail pour toutes et pour tous, où là, l'idée, c'est de se dire que si avec l'avancée en âge, on peut être en difficulté, ça ne veut pas dire que quand on est plus jeune ou moins expérimenté, on ne le soit pas déjà, et que éventuellement on s'use plus vite au travail, mais en résistant, on va dire, davantage à ces situations. Et donc améliorer pour tous les situations de travail, concevoir un travail soutenable. Là aussi, c'est des dimensions où les ergonomes sont bien placés, notamment par la connaissance très fine qu'ils ont des situations de travail, de l'activité que chacun engage dans ces situations. Et puis le troisième versant, on va dire, d'action, c'est celui qui s'intéresse aux actions, on va dire, de moyen et plus long terme, donc dans une approche qui vise à relier le passé, le présent et le futur, alors dont Serge a déjà parlé, hein, c'est-à-dire l'approche par les parcours. Et où là, l'idée est aussi de décloisonner, mais de décloisonner finalement les actions et les acteurs que l'on retrouve et qui s'intéressent à ces questions dans l'entreprise, mais bien souvent de manière, on va dire, isolée. C'est-à-dire arriver à faire travailler ensemble à la fois manager de proximité et manager intermédiaire, mais aussi les services de santé au travail, les services de ressources humaines ou encore les services de prévention des risques professionnels. Et dans ce cadre-là, réfléchir à des parcours dans les entreprises ou dans des métiers qui permettent justement de construire des parcours en santé et en compétences tout au long de la vie. Donc voilà, c'est les différentes actions possibles. Le dispositif de pénibilité est-il satisfaisant? Alors, cette réglementation de pénibilité, c'est un édifice en fait, hein, avec ses points d'appui et aussi quand même ses pièges. Déjà, c'est une définition de la pénibilité au sens de la loi, avec une définition légale pas inintéressante qui date de la réforme des retraites de 2010. C'est un ensemble de contraintes et de nuisances qui sont susceptibles, et cet adjectif-là est très important, de laisser des traces, d'avoir des effets durables, identifiables et irréversibles sur la santé. Donc à long terme, donc y compris après la retraite, et donc y compris avec des effets possibles sur l'espérance de vie. Alors ça, pourquoi pas? On découpe une sorte de portion comme ça des questions de santé au travail, et celle-là est importante. Sur cette base-là, il y a eu une loi en 2010 qui a établi des règles de prévention autour d'une dizaine de facteurs de risque, avec l'obligation pour les entreprises où c'est le plus développé d'avoir des plans d'action ou des accords sur ces sujets-là, plans d'action et accords dans lesquels les ergonomes peuvent, s'ils en ont la possibilité, trouver leur place. Et puis, quelques années plus tard, il y a eu ce fameux compte qui s'est appelé compte de prévention, compte personnel de prévention de la pénibilité, puis compte personnel de prévention, qui est censé ouvrir des possibilités de compensation, sur la base toujours de ces 10 items. Alors, dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut en retenir? On peut en retenir que, en soi, cette idée de compte, elle est compréhensible, en tout cas cohérente, puisqu'elle est ciblée sur les expositions tout au long de la vie, les effets à long terme. Donc ça, rien à dire là-dessus. Autre aspect intéressant, c'est qu'il offre à la fois des possibilités de départ anticipé, mais aussi de formation pour pouvoir changer d'emploi ou de temps partiel. Ça, c'est le côté plus de ce dispositif. Le côté moins, c'est qu'une part, c'est pas rétroactif. Donc, les personnes qui étaient déjà largement quinquagénaires au moment de la loi ne peuvent pas faire valoir tout ce qu'ils ont vécu auparavant. Les seuils sont très élevés. Les seuils d'heures, notamment d'exposition, sont très élevés sur beaucoup d'items. Ce qui a notamment pour conséquence, par exemple, qu'il y a 3/4 d'hommes parmi les bénéficiaires
parce que souvent les métiers féminins sont plutôt à un niveau d'exposition juste en dessous des seuils, mais pas au-dessus. Voilà. Et puis il y a eu cette fameuse modification de 2017, où 4 items et pas des moindres, les charges lourdes, les postures, les vibrations et les produits chimiques dangereux ont été retirés du compte. Voilà, donc il est ce qu'il est. Il y a finalement un nombre de personnes qui ont ouvert un compte pénibilité qui avoisine bientôt les 2 millions, donc c'est pas négligeable. Ça peut être autant d'occasions sur le terrain de mettre en question des enjeux de santé au travail intéressants, mais il y a aussi toutes les limites que je viens de dire. Et il y a donc le souci que la prévention, les efforts de prévention en santé au travail et l'action des ergonomes dans ce cadre ne se retrouvent pas contingentés dans ces dispositifs pénibilité, ce qui, pour autant qu'on sache, pour l'instant, n'est pas le cas. Qu'apporte le débat sur les retraites à la vision du travail? Alors, déjà ce débat, il me semble qu'il a eu le mérite justement de mettre vraiment dans la lumière la question du travail et de ne pas réduire le travail à la question de l'emploi, même si bien sûr c'est important, mais ça n'est pas voilà, la seule chose à appréhender. Et donc on a vu à la fois dans les médias, mais aussi voilà, dans les discussions entre collègues, voire dans la rue, des vraies discussions sur et des vraies préoccupations sur son travail actuel, la manière dont on envisage de se projeter dans un avenir justement compte tenu de ce que l'on fait aujourd'hui et de la manière dont on pourrait le faire par la suite. Et donc on a vu comme ça que finalement il y avait un socle de préoccupations communes, que l'on soit infirmière, éboueur, ingénieur, enseignant, etc., sur les possibilités que chacun aurait de poursuivre son activité professionnelle compte tenu des évolutions et du débat sur les retraites qui a eu lieu. Alors, dans ces évolutions également, ce qui est important, enfin en tout cas ce qui me semble à souligner, c'est que ce débat peut avoir comme incidence d'inviter à une approche un peu globale de la question du travail. Et cette approche globale peut finalement avoir comme conséquence d'orienter vers un certain nombre de réflexions en termes de réglementation, on l'a vu sur les questions de pénibilité, en termes également de normes et de seuils, hein, et de réduire finalement la question du travail à cette approche globale et relativement réglementaire. Or, en ergonomie, ce qui nous soucie justement, c'est d'avoir une vision plus nuancée du travail et notamment une vision plus clinique, c'est-à-dire de prendre en compte les diversités. Alors les diversités des personnes, diversité inter- et intra-individuelle, mais aussi les diversités des situations dans lesquelles chacun est amené à exercer son travail. Et ces dimensions-là, me semble-t-il, eh bien, voilà, il faudra que, en tant qu'ergonome, si on a à prendre part au débat, que l'on soit force de proposition pour arriver à prendre en compte ces dimensions-là, comment dire, plus spécifiques, hein, et qui sont aussi des dimensions très importantes si on veut réfléchir à la question du travail dans une approche plus nuancée. Merci beaucoup.